Salut tripeux d'horreur et joyeux Halloween! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui m'est très cher. Un film que j'ai découvert il y a quelques années de ça et que j'ai immédiatement adoré parce qu'il est venu parler aux fans de musique métal en moi. Un film qui mélange habilement les deux médiums, soit celui du film et celui de la musique, et qui réussit à montrer à la perfection c'est quoi être un métalleux incompris à l'école secondaire. Ce film-là, c'est le très sous-estimé Trick or Treat de Charles Martin Smith. Je l'ai résumé lors de mon apparition au Metal Minded in Your House 2, puis je vous en ai déjà parlé dans mon 3e top 10 des films à regarder pour l'Halloween. Vidéo que j'aimerais vraiment refaire éventuellement parce que le son est absolument à chier. Mais là, je vais faire un peu plus que juste le survoler. Je vais peut-être aussi spoiler des éléments ici et là, donc considérez-vous maintenant comme averti. Sorti en 1986 au temps du Satanic Panic aux États-Unis, le film est littéralement le pire cauchemar que tous les parents avaient à cette époque. Dans ce temps-là, ils pensaient que le métal était la musique du diable, puis que si les vinyles étaient écoutés à l'envers, on entendait des messages subliminaux sataniques. Ils pensaient aussi que toutes les rockstars avaient fait un pacte avec Satan, puis qu'elles avaient comme seul et unique but de corrompre la jeunesse avec leurs paroles de chansons puis leur attitude rebelle. Des associations de parents ont tout fait pour que l'industrie de la musique impose des standards auxquels les musiciens devaient adhérer, puis tout ça, ça s'est même rendu devant une audience du Sénat. Frank Zappa, John Denver et Dee Snider ont dû aller témoigner. Toute cette folie a inspiré plusieurs films, dont Trick or Treat que je vais vous parler aujourd'hui. Ben oui, j'ai enfin fini de vous mettre en contexte, puis je peux finalement commencer à vous parler de ce divertissement de haut niveau des années 80. Heureux mélange entre Christine, Carrie et Nightmare on Elm Street, le film raconte l'histoire d'Eddie Weinbauer, un adolescent victime d'intimidation à l'école pour qui la musique métal est tout ce qui compte. Bah ça pis son crush sur Leslie, une des filles les plus populaires de l'école, mais surtout la musique puis particulièrement celle de Sammy Kerr. Eddie lui envoie souvent des lettres où il se vide le cœur parce que Sammy vient de la même petite ville, il est allé à la même école secondaire, puis le jeune l'idolâtre parce qu'il a réussi à surmonter le même quotidien que lui pour devenir une rockstar qui se fout des règles. Sammy est surtout reconnu pour ses prestations live extrêmes où il arrache la tête de serpent avec ses dents pour jouer avec leur sang, et parce qu'il a dû aller se défendre devant une audience du Sénat pour ses gestes. Sammy était supposé jouer au party d'Halloween de l'école secondaire d'Eddie, mais le conseil de ville a cancellé le show. Finalement, ça n'aura pas changé grand-chose parce que Sammy est malheureusement décédé dans l'incendie de sa chambre d'hôtel, laissant derrière lui une seule copie vinyle du démo de son dernier album, Songs in the Key of Death, avec comme instruction de le faire jouer à la radio de sa ville natale le soir de l'Halloween à minuit. Eddie est évidemment dévasté par la mort de son idole et, étant au courant du culte qui lui est voué, le radio DJ local lui offre l'unique copie du dernier album de Sammy après en avoir fait une reproduction sur cassette. Le film entre enfin dans le territoire horrifique quand Eddie se rend compte qu'il y a des messages laissés sur l'album lorsqu'il écoute à l'envers et qu'il est capable de communiquer avec le défunt au travers de sa musique. Let the big fish hook themselves. You're the bait. The bait is you. Au début, c'est une bonne chose pour Eddie parce qu'avec ses conseils, il affronte enfin ses tourmenteurs, mais Sammy pousse éventuellement les choses trop loin puis le jeune est forcé de rompre la communication avec lui. C'est là que l'esprit du rocker sort de son système stéréo puis apparaît devant lui. Eddie réalise alors que son idole est beaucoup plus puissant qu'il ne se l'imaginait et qu'il représente maintenant une menace. You should be loyal to your hero. Make it turn on you. Parce que malheureusement, Sammy Kerr est exactement le genre de rockstar que les parents craignaient dans les années 80. Il est un fervent adepte de l'occulte, il a fait un pacte avec le diable, puis son esprit maléfique vit au travers de son dernier enregistrement. Quand l'album va jouer à la radio le soir de l'Halloween à minuit, il va pouvoir sortir de n'importe quelle chaîne stéréo puis tuer quiconque va se retrouver sur son passage. Il a l'intention de foutre la marde dans sa ville natale, mais avant ça, il va aller faire des ravages au party d'Halloween de son ancienne école secondaire. Est-ce qu'Eddie va être capable d'empêcher Sammy de faire un retour satanique d'outre-tombe? Ça, je vous le dis pas. Vous avez juste à regarder le film pour le savoir. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est des détails à propos de la production qui sont franchement intéressants. Le film est produit par le célèbre Dino De Laurentiis et c'est même lui qui a eu l'idée originale, celle qui a tout déclenché. C'était pas vraiment une bonne idée, mais ça a évolué en quelque chose d'assez cool et de super le fun. C'est quoi qu'il avait en tête au début? Ben, il voulait pretty much faire un rip-off d'Halloween où un tueur va de porte en porte le 31 octobre au soir en portant une citrouille sur la tête. Ouais. En fait, c'est que l'année auparavant, il avait été vraiment impressionné par un Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge, puis il voulait essayer de créer le prochain Freddy Krueger. Quand même weird parce que son idée, c'est Halloween de John Carpenter, mais juste costumé différemment.
Il avait tellement été impressionné par Nightmare 2 qu'il a même approché les producteurs délégués du film pour leur demander s'ils étaient intéressés à produire son prochain projet. Ça portait le titre de Trick or Treat, puis ça devait être prêt pour le 24 octobre 1986. Il leur a aussi proposé son idée de tueur citrouillé, mais les producteurs n'étaient pas intéressés à faire un slasher conventionnel. Ils voulaient quand même collaborer avec De Laurentiis, puis ont réussi à le convaincre d'ajouter un angle surnaturel au film. Après ça, le scénariste est arrivé avec une histoire qui mélangeait ça avec le rock and roll, puis apparemment que son idée était pas mal plus dark que ce qu'on a fini par avoir. Je sais pas si c'est parce que le gars s'enflait un peu la tête, mais il imaginait son histoire comme étant le prochain The Exorcist. Aussi, possible autre lien avec le film de Friedkin, le premier nom qu'il avait en tête pour la rockstar, c'était Chilly Willy. Est-ce que c'est parce que ça sonne comme Captain Howdy de The Exorcist? I don't know, je fais juste pointer la ressemblance sonore entre les deux noms. Trick or Treat a évolué en quelque chose de beaucoup plus quétaine et cheesy que The Exorcist, mais heureusement, c'est full assumé. Puis bien que le produit final était très différent de son idée initiale, le scénariste a approuvé tous les changements qui ont été apportés à son scénario. Il a dit en l'entrevue en 2006 qu'un des producteurs l'avait convaincu en lui disant que l'esprit du film c'était plus à propos de relaxer, de prendre un six-pack de bière, peut-être même un bong, puis de regarder Eddie essayer de renfermer le génie qu'il a libéré de la lampe magique. Avec Sammy Kerr qui sort des speakers puis qui tire des rayons de la mort avec sa guitare, quoi demander de mieux? Sérieux, ça m'aurait convaincu moi aussi. Ça a donné un film qui feel très léger, qui est pas épeurant pantoute, pis ça c'est en partie dû au fait que Charles Martin Smith, le réalisateur, était pas un gros fan de films d'horreur. Il l'était dans sa jeunesse, mais The Exorcist lui a tellement foutu à la chienne qu'il a pas regardé des films d'horreur pendant les 10 années qui ont suivi. Sérieux, je pense que je vais jamais avoir autant dit The Exorcist dans une de mes vidéos. Les producteurs avaient interviewé plus d'une quarantaine de réalisateurs quand ils ont entendu que Smith était intéressé à réaliser. Il est surtout connu pour ses rôles en tant qu'acteur au cinéma. Il a joué dans un paquet de films que j'ai pas vus, mais le plus connu que j'ai pu spotter dans sa filmographie sur IMDb, c'est The Untouchables. Ben non, j'ai toujours pas vu The Untouchables. Anyway, ça faisait plus de 15 ans qu'il roulait sa bosse puis il voulait maintenant réaliser. Après un meeting avec les producteurs, ces derniers étaient convaincus qu'il était l'homme de la situation, puis comme il n'y avait pas d'autre offre de réalisation, ben il a pris un job. Depuis, à part avoir réalisé le premier épisode de Buffy, il s'est tenu loin de l'horreur, mais faut quand même que je le mentionne. Il a réalisé un de mes classiques de jeunesse, Air Bud ou Toby, le joueur étoile. Tu sais le film où un chien joue au basketball, là? Ouais. Pour jouer le rôle de Sammy Kerr, les producteurs ont approché de vrais rockstars, mais ils ont reçu des commentaires loin d'être positifs parce qu'ils voyaient le côté rockstar qui a fait un pacte avec le diable comme étant vraiment négatif. Surtout au temps du Satanic Panic. Évidemment, c'était pas l'intention des producteurs, puis après avoir clarifié leur intention avec leur film, que c'était pas une condamnation du rock'n'roll, que la morale qui en ressort, c'est qu'il faut pas suivre aveuglément ses idoles, puis qu'il faut faire attention aux associations de parents qui essayent de réguler la musique, ils ont réussi à avoir Gene Simmons puis Ozzy Osbourne pour apparaître dedans. Ben oui, les deux rockstars font une petite apparition dans Trick or Treat. Gene Simmons joue Nuke, le radio DJ qui donne le vinyle à Eddie. Il a dit avoir voulu rendre hommage à l'animateur de radio Wolfman Jack, qui était bien populaire dans les années 60-70 et qui, d'après Wikipédia, était reconnu pour sa voix rocailleuse. It's party time! Yeah! This is the old Nooster coming at you right here on this fine, fine Rocktober morning. It's the sweeping sensation that's sweeping the nation, and I'm gonna do it to you right here, right now. Simmons avait déjà de l'expérience en tant qu'acteur, mais Osbourne, qui joue un télévangéliste contre la musique rock, non. Pourtant, le réalisateur, il a même pas fourni de script, il a juste dit d'improviser ce qu'un télévangéliste que ses croyances le diraient. Osbourne était vraiment dedans, puis il a fourni pour 45 minutes de matériel. I don't even think it's a sense of humor. I think they're just out-and-out sick people. I mean, and they're trying to make everyone else around them who listen to their music as sick as they are. Mais évidemment, il y en a beaucoup qui ont été coupés au montage, parce que, tu sais, quand je dis qu'ils font une petite apparition, c'est vraiment une petite apparition, là. Le temps d'une piste sans voir 1000 films sur pause, puis vous courez de fortes chances de les manquer. Faut donc aucunement se fier au cover du DVD qui met leur tronche en avant-plan parce qu'ils sont à peine présents. Sinon, par ça a l'air que le chanteur de Wasp est intéressé à jouer Sammy Kerr, mais quand il a appris qu'il devait faire du lip-sync sur la musique d'un autre band, il s'est désisté. Anyway, c'est bien mieux comme ça parce que Tony Fields est écœurant dans le rôle et vu qu'on n'a pas d'idée préconçue de lui parce que c'est pas une rockstar connu, mais bien un acteur, on le croit à 100%. Quand il a eu le rôle, il s'est fait conseiller de se tenir avec des bands puis d'étudier les rockstars pour émuler leur style puis leur attitude. Il a crissement bien étudié parce qu'il s'est fait complimenter par Gene Piazzi. Il lui aurait dit qu'il avait le look, l'attitude puis qu'il maniait la guitare à la façon d'une star. C'est pas pour me vanter, mais moi aussi je manie la guitare à la façon d'une star, sauf que tout ce que j'ai eu à faire, c'est jouer à Guitar Hero. Beat that, Tony! Pour faire la musique de Sammy Kerr, c'est le groupe Fastway qui a été choisi, donc la voix chantée de Kerr, c'est celle de Dave King, qui est aussi le fondateur de Flogging Molly.
Sérieux, la soundtrack est super bonne. Si vous aimez le vieux rock des années 80, c'est juste parfait. Ça s'écoute super bien avec des chums et de la bière. Parlant de chum, le meilleur ami d'Eddie dans Trick or Treat est joué par Glenn Morgan, qui a aussi participé à l'écriture des dialogues avec James Wong. Morgan et Wong ont travaillé sur beaucoup de trucs en lien avec l'horreur, de X-Files en passant par Final Destination jusqu'au remake de Black Christmas que je vous ai parlé en 2017. Le réalisateur savait même pas que Morgan était un des amis du producteur ni qu'il avait participé à l'écriture du film. Il a passé une audition comme tous les autres puis il a eu le rôle. Il a pas continué sa carrière dans l'acting, mais il a décrit son expérience sur le plateau de Trick or Treat comme étant les meilleures 6 semaines de sa vie. Le film avait un budget de 3,5 millions de dollars puis il en a récolté 7 au box-office. Ensuite, se sont ajoutées les recettes de vente de cassettes VHS, puis après ça, le film est pas mal tombé dans l'oubli. On en entend un peu plus parler aujourd'hui, mais ça reste quand même assez obscur. C'est probablement dû au fait que le film a jamais reçu de sortie physique mémorable. Il est sorti en VHS à l'époque puis en DVD au début des années 2000, mais le film a 0 bonus features puis il est même pas widescreen. Il existe même pas en Blu-ray ici. Il est sorti dans ce format-là que dans quelques pays, mais toujours dans des éditions vides de special features. Ce serait cool qu'une compagnie comme Scream Factory, Arrow Video ou Vinegar Syndrome réussisse à mettre la main dessus pour finalement donner au film l'édition qu'il mérite, mais surtout l'édition que ses fans méritent. Ce serait nice aussi de pouvoir enfin voir la fameuse scène où Eddie rêve qui est un genre de Conan the Barbarian. De ce que j'ai pu trouver comme information, personne ne l'a vu. Mais on sait qu'elle existe à cause d'une photo publiée dans Fangoria. Sérieux, je rêve de voir Trick or Treat recevoir une édition physique qui en vaille la peine. Je le rachèterais Day One parce que je l'aime à ce point-là. C'est un film tellement le fun où on s'attache au personnage principal et où on peut même s'y identifier. C'est rien d'hyper wow, mais c'est tellement sympathique qu'on peut pas être fâché contre ce film-là. C'est un petit bijou. C'est presque tout ce que j'ai toujours voulu voir dans un film qui mélange horreur et métal. On a un méchant mémorable, des effets spéciaux réussis, puis une soundtrack qui kick des culs. Si vous l'avez toujours pas vu, je pense que j'ai pas spoilé grand-chose finalement, fait que vous êtes good to go. Donc, ramassez-vous une copie de Trick or Treat, mettez votre vieux t-shirt de Metallica qui traîne dans le fond du garde-robe, puis rock the fuck out that movie. À la prochaine, les tripeurs. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Si vous êtes fan de musique métal, pensez à aller checker Metal Minded sur YouTube pour des entrevues et des critiques d'albums toujours en live. Sinon, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à y laisser un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FR.